Jacques Secher l'a précisé, Paul Damblon, c'est le journalisme scientifique. C'est aussi la passion de la musique, l'opéra, la passion de Ravel aussi. Et il y a une personne parmi nous qui combine toutes ces passions, les sciences et la musique. C'est Alexandre Weinberg qui a longuement travaillé avec Paul Damblon à l'RTBF. Alors, donc, cher Damblon et Tamara, c'est évidemment en tant que journaliste scientifique que je vais évoquer le créateur de l'équipe Science, on peut dire ça comme ça, par quelques notations personnelles. Bon, je suis arrivé tard dans l'équipe Science, ça s'appelait l'équipe Science. Et c'est le seul service de la RTB qui ne s'est jamais appelé équipe quelque chose. Ça dit déjà beaucoup de la façon d'envisager les relations humaines et de travail du chef, du grand chef Damblon. Alors, évidemment, l'objet, c'était la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire transmettre précisément, mais du côté scientifique. Alors, une de ses premières émissions, le titre, c'était « Les idées claires ». J'aime beaucoup ce titre, « Les idées claires ». C'est très, très important, les idées claires. Alors, il y a eu d'autres émissions qui se sont succédées, notamment l'émission Babel. Ça, c'est là où je suis arrivé tard dans l'équipe Science, qui était aussi, il y avait Damblon, il y avait aussi Françoise Wolf. C'était une entreprise un peu bicéphale, et donc un mois c'était l'émission de Damblon, et le mois suivant c'était l'émission de Françoise. Moi j'étais du côté de Françoise. Ce qui fait que j'ai peu travaillé avec Damblon, bien que sa présence était évidemment incontournable, et les quelques rares fois où j'ai pu travailler avec toi, c'était fantastique. J'y reviendrai. Alors, donc le projet de Babel, qui a déjà été évoqué par Jacques Secher, ça tient en une expression. Éclairer les problèmes de société à la lumière des sciences. Voilà, faire entrer la science dans le débat éthique du vivre ensemble. Et ça, je trouvais ça pas mal trouvé à l'époque, donc dans les années 80. Et pour assurer le sérieux de l'entreprise, puisque c'est une entreprise de simplification qui est d'autant plus difficile qu'on part de quelque chose de difficile qu'il faut, qu'il faut présenter clairement. Damblon avait créé un cercle de scientifiques. J'ai oublié le nom exact. Ouais, le Conseil scientifique. Voilà, l'ADS, Association pour la diffusion des sciences, et qui était, disons, une sorte de validation qui permettait de contrôler qu'il ne disait pas de bêtises. Parce qu'il faut savoir qu'un journaliste, quand il n'est jamais spécialiste, de la généralité, et donc il fait toujours des erreurs, des à peu près, etc. Et donc c'est bien d'avoir une vérification, et ça montre la modestie de la démarche, d'accepter de se faire rétro-contrôler. Alors, autre notation, c'est la précision du langage qui fait partie des idées claires, bien entendu. Et non seulement ça fait partie des idées claires, mais c'est de la musique aussi, une belle parole. La lettre que j'ai écrite, c'est quand même plus joli que la lettre que j'ai écrite. Hein? C'est comme une rose dont on coupe la tête, si on ne fait pas l'accord. Accord, c'est quelque chose de musical. Et je n'oublierai jamais, cher Damblon, le jour où tu m'as dit « Non, Alexandre, on ne dit pas œsophage, on dit ésophage. On dit ésophage comme Édipe. » Et il m'a encore donné d'autres exemples. Et depuis, je ne manque jamais de corriger mes camarades humains. Alors, un jour, je fus détaché au JP, au JT. C'était très pratique parce que, évidemment, eux, ils étaient contents d'avoir un collaborateur scientifique. Donc, j'étais mon propre chef. Et en même temps, l'équipe Science me faisait confiance. Et donc, je travaillais là, je proposais des sujets. Et alors, à un moment, Damblon me dit... Oui, ici j'ouvre une parenthèse. Vous aurez remarqué que je dis toujours Damblon. C'est comme ça qu'on disait à la télé. On disait Damblon, mais on disait tu. C'est l'inverse de Sartre et Beauvoir qui se disaient vous en s'appelant par leur prénom. Bon, alors je reviens, j'ai fermé la parenthèse. Et donc, un jour, Damblon me prend dans le couloir et me dit « Écoute Alexandre, tu dois tenir un fichier de tous les sujets que tu fais au JT et au JP. Une petite fiche à, tu sais, à l'ancienne, là, hein, avec des petites lignes là, qu'on met dans un classeur et puis on peut aller regarder. » Alors, comme c'était un bon chef, moi, je l'ai écouté, il m'a formé.
Et donc, j'ai tenu scrupuleusement ce fichier. Et pourquoi je vous raconte cette petite anecdote? Parce que ça dit deux choses. Ça dit d'abord le côté « je me souviens ». Zachor, c'est peut-être un grand mot, mais bon, quand même. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, comme aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que ça manifeste l'importance de ce qu'on fait. Ce qu'on fait a une importance. Comme a dit d'ailleurs Serge Danet, c'est une phrase magnifique. Ce qui n'est pas fait avec amour est bon pour la poubelle. Eh bien, je pense que Damblon se reconnaîtra dans cette phrase du critique de cinéma Serge Danet. Et finalement, il a eu raison avec ses fiches. Ça m'a été vachement utile par après. Maintenant, je ne sais plus où il est le fichier, parce qu'avec les déménagements, la RTB et le respect qu'il porte au passé, c'est une autre histoire. Dernière notation professionnelle, avant de passer à la musique. Damblon, chef. Alors les réunions, ça c'est fantastique. Moi j'étais du côté de Wolf, alors les réunions, on parle, on fait des digressions, on raconte des anecdotes personnelles, on se plaint de ceci, et puis on abandonne un sujet, puis on revient, et puis ça dure, c'est agréable. On avance lentement, finalement on y arrive, c'est un peu fatigant. Alors les quelques rares réunions que j'ai pu suivre avec Damblon, c'était un hectare. Il était là, tour de table, chacun parle, exprime ce qu'il a à dire, ses idées, voilà. Et s'il y a un débat, on hésite entre solution A ou B, s'il y a des contre-arguments, on les écoute, on ne s'éternise pas, et puis monsieur Damblon tranche. On va faire comme ça. Et donc, une fois, il a tranché comme ça, contre moi. Et vous savez quoi? J'étais content, parce que c'était une bonne réunion qui s'était bien passée, et deux, il a eu raison. Voilà, ça c'était le Damblon, chef de réunion. Je vous le recommande comme président de séance. Un jour, dans le couloir, je vois sur la porte de son bureau une affiche Cyrano de Bergerac. On y a fait allusion il y a quelques minutes. Opéra Damblon. Je dis, oula, formidable. Hein, on commence à parler musique. Il me dit, oui, c'est un truc que j'ai fait. Enfin, il ne dit pas oui, mais c'est moi qui... Non, mais mort, hein, évidemment. Lui, il dit, oui, musique que j'ai faite. Un peu dans l'esprit de Ravel, mais bien modestement, bien modestement. Et c'est comme ça que Damblon m'a ouvert à la musique, à la couleur de Maurice Ravel. Évidemment, je savais que Maurice Ravel existait, on a tous entendu des noms de compositeurs, j'avais bien entendu le Boléro et d'autres œuvres, mais enfin, je n'étais pas sensibilisé, voilà, je n'étais pas chez moi, chez Ravel. Donc dès cet instant, chaque fois que j'entendais du Ravel à la radio, Damblon a dit, et je suis vite tombé, non mais ce n'est pas du sufisme béat, je suis vite tombé dans un amour pour cette musique extraordinaire. Et donc, comme Damblon, aujourd'hui, je peux vous dire, comme il me l'a dit, il me le dira plus tard par rapport à l'anecdote que je vous raconte, eh bien, son trio de tête, dans le désordre et peut-être même dans l'ordre, c'est Bach, Mozart, Ravel. Voilà. Donc, quelque chose qu'on partage. Et voilà, ça m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et donc, des années plus tard, rentrée 2012, hein, je suis dans mon bain et je lis Diapason ou Classica, enfin, c'est mensuel de musique classique. Et je ne peux pas m'empêcher de tout éplucher, ça c'est mon problème. Hein. Je ne peux pas choisir des articles et jeter, je lis tout. Donc j'en lis le moins possible de mensuels, sauf ceux de sciences, bien entendu. Et je vois dans un encart publicitaire les journées Ravel à Montfort-l'Amaury. Je lis le programme et je vois « Film à la recherche de Maurice Ravel » de Paul Damblon et Alain Denis le 13 octobre. Allez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec Manuel Rosenthal, film historique. Bon, hop, j'appelle Damblon, je lui dis « Voilà, il y a ton film qui passe, je ne sais pas qu'à ce moment-là, je disais encore tu ou vous, enfin on est entre les deux. Et si on y allait? Ok, on y va. Et nous voilà partis pour une journée à Paris, donc à Montfort-l'Amaury, qui est une ville à 30 bornes de Paris, qui est où se trouve la maison de Ravel, qu'il a occupée dans les 15 dernières années de sa vie, où il a composé une bonne partie de ses œuvres. Et si vous allez là, je vous recommande la visite, parce que c'est extraordinaire. Et grâce à Damblon, j'ai pu la découvrir. On voit dans la maison l'atmosphère musicale
du compositeur. Donc nous sommes arrivés, on a été accueillis au bistrot des Tours, qui est le bistrot où Ravel allait manger. Et puis il y a la projection du film. Damblon témoigne de ce moment extraordinaire. Donc ce sont une série de films qu'il a fait dans les années 60-70. Il y a donc à la recherche de Maurice Ravel une interview de Manuel Rosenthal, qui a connu le maître, qui témoigne de façon très vivante de la personnalité du compositeur. Et puis il y a aussi L'homme et les sortilèges, qui est aussi un film historique aujourd'hui, historique, on peut le dire, où témoignent notamment des gens comme Vladimir Yankelevitch, Georges Auric, Serge Olifard, Germaine Taillefer, Alexandre Talsman, le compositeur. Voilà. Donc, grâce à Damblon, on a un peu de paradis à disposition. Ensuite, nous avons visité la maison du maître. Et dans sa maison, évidemment, son cabinet de composition avec un petit bureau, une plume et son piano, un piano Erard de l'époque. Et j'avais enregistré la visite, alors je vous propose une petite praline pour la technique. J'ai enregistré un moment où nous sommes dans le cabinet de composition, donc la petite chambre de Ravel, et on va entendre un petit peu de brouhaha et quelques notes de Ravel jouées sur le piano de Ravel. Tu peux lancer. Donc il était à ce bureau-ci. Ça sera très très précieux. Oui. Il écrivait là. Voilà. 30 secondes, ça va durer 30 secondes. Regardez ça. Ah oui. Vous vous souvenez de ça? Vous allez me dire si vous vous souvenez. Allez, invitation au voyage. Ah oui, ça fait Attendez, ça. le rire de Damblon. Et le parc sur l'océan. Restez assis. Voilà, c'était un petit moment comme ça de musique, on peut sortir. C'est assez émouvant, effectivement, d'entendre du Ravel jouer sur son propre piano. Alors, lors de ce voyage, nous sommes revenus dans la nuit, j'avais pris ma guitare, je me suis dit, je joue une petite pièce de Ravel magnifique qui s'appelle la vocalise en forme de habanera. Je me suis dit, ce serait bien si je pouvais la jouer dans la maison de Ravel. L'occasion ne s'est pas présentée. Alors, lors du retour, j'ai proposé à Damblon de s'arrêter et de la jouer dans ma voiture. On a quitté l'autoroute, on s'est perdu dans la nuit. Enfin, c'est une histoire. Et donc, j'avais proposé à Jean-Marc Fine pour aujourd'hui, tiens, si on jouait cette pièce, toi à la flûte, moi à la guitare. Il m'a dit, c'est une excellente idée, je l'ai déjà proposé à un autre guitariste, Tigrane, j'ai oublié son nom de famille, mais son prénom c'est Tigrane. Donc ils vont la jouer, eux deux. Qu'à cela ne tienne, je vous ai dit que le trio de tête, c'est Bach, Mozart et Ravel. Et donc j'ai le plaisir, pour toi, Damblon, et pour tout le monde, d'inaugurer le petit moment musical avec une petite pièce de Jean-Sébastien Bach. Je vais vous jouer le choral de la cantate numéro 104, dont le titre de la cantate est « Du Hirte Israël höre ». Il y a déjà Israël dans le nom. C'est un hasard, vous savez. Alors, vous m'entendez? Alors, le texte, donc le titre du choral en lui-même, c'est « Der Herr ist mein getreuer Hirt ». Et donc, le Seigneur est mon fidèle berger, en qui je fais toute confiance. Au pâturage, il me mène, moi son agneau, sur de belles prairies vertes. Vers de l'eau fraîche, il me conduit, pour, avec force, rafraîchir mon âme par le mot béni de sa grâce. Bon, ça, c'est moins Israël, c'est plus chrétien, mais c'est pas grave. La musique est... bon, on la partage. Alors, c'est très court, ça dure 1 minute. Et un dernier mot, ce choral, quand on l'entend, c'est assez énergique, il y a un chœur et tout ça. Alors évidemment, transcrit à la guitare, ça devient une petite pièce tout à fait intimiste. Et donc, intimiste, ça devient quand on le joue à la guitare, ça devient une petite pièce tout à fait intimiste. Et c'est ça la magie de Jean-Sébastien Bach. Vous pouvez le jouer sur des casseroles, ça sonne toujours. Bon, allez. Ok. Ça va le son?
Facile. Désolé. On a eu l'occasion de le dire, Tamara a fréquenté la Chomera de Saïr. Elle a aussi été monitrice au Centre des Jeunes, maison concurrente, mais bon, on ne lui en tiendra pas rigueur. Mais puisqu'elle a été ensuite aussi monitrice à la colonie Amitié. Alors, il y a une personne qui est l'avocat et écrivain Alain Barenbaum, que vous connaissez tous, qui se souvient bien de Tamara pendant ces années-là, et qui n'a pas pu être présent parmi nous et qui tenait quand même à nous adresser quelques mots à propos de cette période. Ma chère Tamara, bonjour. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir faire la fête avec toi ce dimanche, mais d'une certaine façon, je le fais et je participe à ta fête puisque je viens te dire toute ma gratitude pour tout ce que tu m'as enseigné. Tu étais ma monitrice au Centre des Jeunes quand je suis passé de la préadolescence à l'adolescence, en partie grâce à toi. Et je me rappelle évidemment avec beaucoup d'émotion la façon dont tu nous as appris que l'importance de la culture, comme tu nous as appris à être impitoyable envers nous-mêmes. Tu l'étais assez avec toi, tu l'es resté, je pense, et tu as participé de manière particulièrement importante pour moi à l'appétit que j'ai eu pour le théâtre, le cinéma, la littérature, tout ça, tu nous en as donné le virus, et je me rappelle évidemment particulièrement de la pièce que tu nous avais fait jouer, une pièce de Brecht, c'est pas mal quand on a 12 ans, difficile à apprendre, mais dont on retient le texte pour toute la vie. Comme on retient évidemment la manière dont tu nous as appelés à devenir de véritables mensch pour le restant de notre vie, et je t'en remercie encore. Alors Paul Damblon, la laïcité évidemment, et qui dit laïcité sur les ondes et sur les écrans, c'est la pensée et les hommes. Alors il y a quand même une chose importante à dire, c'est que Paul Damblon a accompagné pendant de nombreuses années, accompagné encore la pensée et les hommes, mais pendant aussi de nombreuses années, il n'a pas participé, puisque les statuts de la RTBF empêchaient au personnel de participer aux émissions confiées aux courants philosophiques et religieux. Alors je vais appeler Jacques Lemaire, qui préside la pensée et les hommes, pour qu'il évoque cette aventure avec nous. Chère Tamara, cher Paul, chers amis, c'est avec une joie très vive et une grande gratitude à l'égard de la communauté du CCLJ David Susskind pour son invitation
que je m'associe à la célébration aujourd'hui qui honore Tamara et Paul Damblon, deux figures exceptionnelles dans le monde de la pensée, des arts et de la culture. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tamara à plusieurs reprises. J'ai eu le bonheur d'être invité par elle dans le domicile familial Boisfortois et d'y déguster un vin blanc d'une exceptionnelle qualité. Mais c'est bien entendu Paul que je connais le mieux, et depuis plus longtemps. Je dirais même depuis bien plus longtemps qu'il ne le croit. J'étais un jeune professeur qui venait de s'acheter son premier poste de télévision et qui a découvert un cycle de 4 émissions télévisées en noir et blanc, dont j'oublie pour l'instant le titre générique, consacré à l'analyse des idées, des croyances et des usages des catholiques, des protestants, des juifs et des non-croyants. Terre des hommes, voilà. Je n'ai pas eu à l'époque de révélation de type surnaturel, mais j'ai connu un authentique éblouissement. Ces 4 tableaux, que j'ai eu l'occasion de revoir plus tard, demeurent dans mon esprit comme l'exemple, le modèle de la réalisation qu'un journaliste peut réussir quand il entend divertir le téléspectateur et l'informer de manière complète et honnête. 1 ou 2 ans plus tard, appelé par Robert Hamed et Georges Vanout à assumer la direction de la revue La Pensée et les Hommes, j'ai eu le bonheur de rencontrer régulièrement Paul aux assemblées générales et aux diverses réunions de travail de l'association. Si je suis bien informé, c'est le même Georges Vanout qui a entraîné Paul dans le sillon de notre association, où il demeure toujours un membre du conseil d'administration attentif et écouté. Pas plus tard que jeudi dernier, il faisait partie de la délégation de La Pensée et les Hommes qui s'est rendue au Centre d'action laïque pour combattre les tentatives de mainmise de ce qu'il est convenu d'appeler la laïcité organisée, mainmise, tentative lancée contre nous. C'est donc Georges Vanout, rencontré par Paul au Jeune Théâtre de l'ULB, en compagnie d'autres figures majeures du monde laïque, comme le regretté Paul Tapie, Paul Henrieux ou Paul Roland. On dit entre nous les 4 Pauls, comme on dit les 4 mousquetaires. Eh bien, c'est le regretté Georges Vanout qui invite Damblon à participer aux travaux de notre association, investi de la mission de réaliser les émissions concédées de la laïcité en radio et en télévision. L'ancien professeur de chimie à l'Athénée de Saint-Josse, devenu l'un des journalistes vedettes de la télévision de service public, c'est avec passion que nous avons regardé les points de la médecine, ne peut toutefois pas apparaître à l'écran. Le règlement interne de la RTBF interdit de façon expresse à ses employés de figurer dans les débats mis sur pied hors de la sphère de responsabilité de la RTBF. Il nous faudra donc attendre les années 1996, après la direction que Paul a exercée à l'Opéra Royal de Wallonie, pour revoir Paul à l'écran dans des productions de La Pensée et les Hommes cette fois. Il y présente le plus souvent des sujets d'ordre scientifique et entend lutter, comme à son habitude, contre les dérives intellectuelles en matière de connaissance du monde et contre les fausses sciences. Il reste près de nous, toujours, prodigue de ses avis et de ses conseils, et a assumé par ailleurs la présidence du Centre laïque de l'audiovisuel, cellule technique de production où sa vaste maîtrise des pratiques de réalisation télévisuelle
sont évidemment bien écoutés. Paul n'est pas seulement un homme de science qui possède au plus haut degré l'art de la vulgarisation. Il est aussi un artiste, on l'a déjà dit, un musicien, compositeur de grand talent. C'est l'un de ses oratorios qui a illustré musicalement la cérémonie du 40e anniversaire de la pensée et les hommes. Sa connaissance de la musique, son sens de l'art de la mise en scène, le conduisent à produire pendant longtemps les fêtes de la jeunesse laïque et jusqu'à aujourd'hui d'autres cérémonies destinées aux jeunes. Nous sommes bien des parents à regretter qu'ils ne tiennent plus la baguette d'organisateur des fêtes de la jeunesse laïque, qui ont recueilli naguère un si grand succès et qui, faute d'une vision à la fois littéraire, musicale et théâtrale d'envergure, risquent de connaître une certaine désaffection. La pensée et les hommes, le centre laïque de l'audiovisuel, les fêtes de la jeunesse laïque, la laïcité te doivent beaucoup, mon cher Paul. Et c'est à moi, je crois, qu'échoit le bonheur de te dire toute la dette que nous avons contractée à ton égard. Et surtout de te dire bravo. Bravo et merci. Merci pour tes compétences, merci pour ton ouverture d'esprit, merci pour ta gentillesse, merci pour ta fraternité.